Le changement climatique produit déjà toute une série d'impacts sur les populations, que ce soit des impacts sanitaires, des impacts en termes de sécurité alimentaire, peut-être aujourd'hui déjà aussi des impacts en termes de sécurité. Plusieurs études lient par exemple la crise en Syrie à des famines qui ont touché la région. Et puis, bien entendu, des impacts sur les migrations. De plus en plus de personnes aujourd'hui doivent quitter leur domicile en raison d'impacts liés au changement climatique, que ce soit des dégradations brutales de l'environnement, par exemple des catastrophes naturelles, et on se souviendra bien sûr du typhon Haiyan qui a frappé les Philippines, ou en raison d'impacts plus progressifs, comme par exemple la hausse du niveau des mers ou la désertification, ce qui fait qu'aujourd'hui, les dégradations de l'environnement constituent un des facteurs majeurs de migration et de déplacement à travers le monde. On estime par exemple qu'il y a aujourd'hui davantage de personnes qui sont déplacées par les dégradations de leur environnement que par les guerres et les violences. La question de l'adaptation aux impacts est une question délicate, à la fois parce que l'adaptation peut prendre des formes très très diverses. Certaines formes d'adaptation s'opèrent au niveau individuel. Par exemple, on a des populations qui vont décider de migrer, pas parce qu'elles ont échoué à s'adapter aux impacts du changement climatique, mais précisément parce que c'est pour elles une manière de s'adapter aux impacts du changement climatique. On a des formes d'adaptation qui peuvent prendre des formes plus collectives, par exemple. On imagine, par exemple, des mécanismes de micro-assurance, notamment entre communautés d'agriculteurs pour faire face à de mauvaises récoltes. Et puis, certaines décisions d'adaptation doivent passer par le plan national. Par exemple, des projets d'infrastructures assez lourds, un renforcement de digues, par exemple, ou de systèmes d'irrigation, qui demandent des financements beaucoup plus importants et des infrastructures beaucoup plus importantes. Tous ces projets d'adaptation devront bien sûr recevoir des financements et des financements internationaux. Et aujourd'hui, l'adaptation s'est imposée comme une des questions clés dans les négociations internationales et aussi comme une contrepartie d'un engagement des pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, l'adaptation ne peut pas tout et ça serait une illusion de croire qu'on va pouvoir s'adapter à tous les impacts et qu'au fond, le changement climatique ne serait pas si grave que cela puisqu'on pourrait de toute façon s'adapter aux impacts. Il y a de très nombreux impacts pour lesquels l'adaptation ne sera pas possible et il faut le réaliser. Ne serait-ce que la perte de culture, la perte de langue, la perte d'identité. Aujourd'hui, les populations autochtones sont particulièrement victimes des impacts du changement climatique. Il y a également des impacts matériels pour lesquels on ne pourra pas s'adapter et cela a donné lieu dans les négociations internationales à la naissance d'un nouveau mécanisme qu'on appelle le mécanisme de pertes et dommages qui vise à compenser les populations et les sociétés pour les dommages liés au changement climatique pour lesquels il sera précisément impossible de s'adapter. On sait aujourd'hui que l'objectif des 2 degrés d'augmentation moyenne de température d'ici la fin du siècle sera particulièrement difficile à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais ça veut dire aussi qu'il faut envisager sérieusement la possibilité que le réchauffement climatique puisse atteindre 4 degrés, voire même davantage selon certains climatologues, d'ici la fin du siècle. À 4 degrés d'augmentation, ça veut dire que certaines zones de la planète vont devenir purement et simplement inhabitables. Cela voudra dire qu'il y a des territoires entiers qui seront perdus. Et les fonds pour l'adaptation resteront malgré tout limités, ce qui veut dire qu'il va falloir faire des choix entre les territoires que l'on va décider de protéger et les territoires qu'on va décider de sacrifier. Si je prends par exemple simplement la hausse du niveau des mers, on sait que des zones comme les côtes des Pays-Bas, du Danemark ou la région de Venise sont évidemment particulièrement vulnérables. On imagine bien que les gouvernements européens prendront des mesures d'adaptation, renforceront les digues, créeront des défenses marines pour éviter, bien entendu, de perdre du territoire. 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, à l'autre bout du monde, ça veut aussi dire qu'un pays comme le Vietnam perdrait 10% de son territoire si ce territoire n'est pas protégé. La question, c'est va-t-on vraiment pouvoir protéger 26 000 km² de territoire vietnamien? Va-t-on pouvoir protéger toutes les petites îles et les États insulaires qui font face à un risque de submersion conséquent? Quid du Bangladesh, dont quasiment la moitié du territoire est situé sous le niveau de la mer? Est-ce que dans ces régions, il sera possible de mettre en œuvre les mêmes projets d'infrastructure?
c'est peu vraisemblable. Et donc ça veut dire qu'il va falloir choisir entre les territoires à protéger et les territoires à sacrifier. Technologiquement, c'est possible. On peut l'imaginer et des architectes ont d'ailleurs fait toute une série de projets d'infrastructures d'habitation qui s'adaptent aux impacts du changement climatique. Aux Pays-Bas, par exemple, on commence à développer des maisons flottantes, donc qui ne seraient moins vulnérables, évidemment, à la hausse du niveau des mers. La difficulté, c'est qu'il faut bien se rendre compte que dans l'habitat se trouve aussi un style de vie et une relation particulière à l'environnement. Et donc, autant il est possible de développer des solutions technologiques, des maisons flottantes, par exemple, ou des îles flottantes pour des pays industrialisés comme aux Pays-Bas, autant je ne doute pas qu'on trouvera des solutions pour sauver Venise et surélever Venise, autant on fait des îles artificielles à Dubaï et ailleurs, autant lorsqu'il s'agit de populations dans des pays en développement dont le rapport à l'habitat et dont le rapport à l'environnement anthropologiquement est très différent, là, ça devient plus compliqué. On pourrait se dire, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des îles artificielles dans les petits États du Pacifique, comme on le fait à Dubaï? Parce que, notamment dans le Pacifique, la Terre est considérée comme une extension du soi. Et donc, pour les habitants, l'idée de quitter l'île sur laquelle ils sont nés et sur laquelle ils ont toujours vécu est un arrachement considérable qu'on ne peut pas imaginer. Et même l'idée de quitter cette île pour migrer sur une île artificielle implique pour eux un chamboulement total de leur mode de vie et un abandon de ce qu'ils sont eux-mêmes, de leurs racines et de ce qui constitue finalement leur être fondamental. Et donc ces solutions technologiques qui nous paraissent si faciles et si praticables dans des pays industrialisés, quoique coûteuses, impliquent des enjeux complètement différents dans les pays du Sud. Un exemple simplement, il y a quelques années, le gouvernement des Maldives avait décidé de développer une stratégie d'adaptation qui passait par des îles artificielles, qu'on avait appelée la Safe Island Policy. L'idée était simple. À côté des îles sur lesquelles était éparpillée la population maldivienne, on allait construire des grandes îles en béton, construites par des ingénieurs néerlandais, qui allaient avoir des protections renforcées et qui allaient être en quelque sorte insubmersibles. Et l'idée du gouvernement était que peu à peu, la population maldivienne quitte les petites îles pour se rassembler sur ces grandes îles insubmersibles. Ça n'a pas marché, parce que pour les gens, c'était un déchirement absolu que de quitter leur île et que tant qu'à faire, autant migrer vers le continent s'il leur fallait abandonner leur île de toute façon. Je dirais que ma réponse est forcément ambiguë. D'un côté, c'est beaucoup d'argent, 100 milliards de dollars par an, ça reste beaucoup d'argent. C'est peu en regard de budget consacré à d'autres choses, notamment consacré à la défense. C'est beaucoup par rapport aux sommes qui ont été mobilisées jusqu'ici. Jusqu'ici, on comptait plutôt en centaines de millions qu'en dizaines de milliards. Et donc, c'est malgré tout une augmentation considérable des budgets, même si le compte n'y est pas. On a aujourd'hui rassemblé à peu près 10% des sommes demandées. À quoi va être utilisé cet argent? Il sera utilisé avant tout et en priorité, il faut le rappeler, à aider les pays en développement, non pas à s'adapter, mais à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis seulement une partie de cet argent, à peu près un tiers, sera utilisé aux questions d'adaptation. Est-ce que ça sera suffisant? Malheureusement, je ne le pense pas, notamment parce qu'il y a des coûts du changement climatique qui ne sont pas monétisables. Les coûts en matière de perte de langue, de culture, de traumatisme, tout ça n'est pas monétisable. Autre chose qu'il faut réaliser est le fait qu'on discute d'une somme à mobiliser chaque année. On ne peut pas être adapté une fois pour toutes. Le climat est en constante évolution, le climat change, et donc forcément les solutions d'adaptation doivent aussi évoluer. J'ai presque envie de dire qu'une fois qu'on se considérerait comme adapté, ça voudrait qu'on ne le serait pas, puisque l'adaptation est un processus davantage qu'un état. Et donc ça veut dire qu'il va falloir mobiliser ces sommes continuellement. Et donc même si on parvenait à trouver ces 100 milliards de dollars, et on est loin du compte, est-ce qu'on parviendra à mobiliser cet argent année après année? J'en suis beaucoup moins sûr et je crains deux choses. D'une part, qu'on mobilise l'argent dans un premier temps et que les financements s'effilochent au fil du temps, passé l'impetus et l'enthousiasme initial de la conférence de Paris. Je crains surtout
qu'on ne mobilise pas de nouveaux financements, mais qu'en réalité, on flèche simplement des financements existants, et on pense bien entendu aux financements mobilisés aujourd'hui pour le développement, et qu'on décide simplement de leur donner un autre nom, alors que bien entendu, il faut des financements additionnels. Je dirais que le rendez-vous de Paris en décembre 2015 est tout simplement un moment crucial pour l'humanité. Je dirais que c'est le moment où l'humanité sera clairement face à un choix, soit le choix d'engager une action radicale contre le changement climatique, soit le choix de plonger dans l'abîme. Et c'est donc un moment de vérité pour l'humanité, sans être outrageusement dramatique. C'est un moment de vérité pour l'humanité, où l'humanité va avoir la possibilité de décider de son sort. Qu'est-ce qui en fera un succès? Je dirais, s'il y a un engagement réel, mesurable et quantifiable, sinon de l'ensemble des pays, au moins d'une majorité de pays, de s'engager dans une action radicale pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et pour financer l'adaptation. Alors, cette action peut prendre des formes différentes et on peut discuter du format juridique de l'accord ou du format qu'il doit prendre, mais je pense qu'en tout cas le choix est clair et que c'est ce choix qui doit être opposé à la conférence de Paris pour qu'elle soit un succès. Je dirais qu'une grande difficulté dans la lutte contre le changement climatique, c'est la disparité des échelles de temps. On discute d'un changement climatique qui, même s'il est rapide, va s'étaler sur plusieurs générations et va donc dépasser l'expérience temporelle d'un mandat politique et parfois même l'expérience d'une génération. Et donc c'est pour ça que le changement climatique constitue aussi un véritable défi pour la démocratie. Est-ce que nous sommes capables, sans du tout jeter la pierre aux politiques, est-ce que nous sommes capables, en tant que démocratie, de prendre des décisions de long terme qui nous dépassent, qui dépassent notre propre expérience humaine et qui donc, a fortiori, dépassent l'expérience d'un mandat politique. Et c'est vrai que le changement climatique est quelque chose de désespérant, parfois, dans son inadéquation avec les échelles de temps politiques. Par exemple, il faut à peu près 50 ans, l'espace de 2 générations au climat, pour réagir par rapport aux émissions de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que les impacts du changement climatique sont bloqués, sont connus à l'avance pour 50 ans. On sait que même si on décide à Paris de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, même si on prend des mesures draconiennes et parfois impopulaires pour faire cela, une taxe carbone par exemple, même si un gouvernement décide de cela, il ne peut pas espérer voir la traduction concrète de cette action en termes d'impact du changement climatique avant 50 ans. C'est-à-dire quand le gouvernement ne sera plus aux affaires et quand, vraisemblablement, la plupart des membres de ce gouvernement seront morts. Et donc, c'est quelque chose qui est assez démotivant pour l'action publique, évidemment. Vous faites quelque chose et vous savez que vous n'en verrez les résultats que 50 ans plus tard. Je pense que les gouvernements sont aujourd'hui confrontés à des intérêts et à des agendas multiples qui les amènent à prendre des décisions profondément contradictoires, où ils cherchent en réalité à ménager la chèvre et le chou. La France, par exemple, affiche une grande ambition en matière de lutte contre le changement climatique, mais en même temps recule assez souvent lorsqu'il s'agit d'écologie. Dès qu'une taxe ou une mesure un peu contraignante est envisagée, tout de suite elle est retirée. Dès qu'une protestation se fait jour, fût-ce celle des bonnets rouges, tout de suite la mesure est retirée. De la même manière, les États-Unis affichent leur ambition en négociant une déclaration conjointe avec les Chinois et en disant « nous allons agir », et le président Obama, d'un autre côté, autorise les forages pétroliers en Arctique. Et donc on voit que les gouvernements prennent sans cesse des décisions contradictoires. La Banque mondiale, qui s'affiche aujourd'hui une ambition environnementale de devenir la banque de l'environnement ou la banque du climat, continue à subventionner massivement la production d'énergie fossile. Partout, tous les gouvernements, toutes les institutions sont aujourd'hui enfermés dans ces contradictions politiques qui, je pense, ne sont rien d'autre, il faut le dire, que de la lâcheté politique, que du refus de choisir et de s'engager clairement. Et donc, plutôt que de s'engager clairement, on ménage la chèvre et on ménage le chou. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est choisir, et c'est ce courage politique que j'espère qu'on va pouvoir trouver à la conférence de Paris.
je ne suis pas sûr en fait qu'un consensus soit la solution. Et j'aurais tendance à dire que jusqu'ici, on a fonctionné dans cette logique onusienne du consensus, mais qui est aussi le plus petit commun dénominateur entre les pays. Et j'aurais tendance à dire que peut-être que pour avancer de façon plus résolue, de façon plus ambitieuse, peut-être faudrait-il s'affranchir de cette règle du consensus et réaliser qu'il y a des intérêts divergents, qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont parfois violents et que je dirais qu'il va falloir choisir peut-être entre le niveau d'ambition qu'on veut atteindre et le niveau de consensus que l'on veut atteindre. Qui dit consensus dit forcément niveau d'ambition assez faible. Et je dirais qu'on se berce peut-être d'illusions dans les négociations sur le climat en imaginant que tout va se faire naturellement, qu'il va y avoir une convergence naturelle d'intérêts vers un intérêt commun supérieur. Et donc on discute de gouvernance mondiale, d'agenda positif, de transition énergétique, comme si c'était un grand chemin vers le pays d'Alice au pays des merveilles et comme si tout allait se produire naturellement. En réalité, il faut réaliser qu'il y a énormément de violence dans la crise climatique, que c'est une catastrophe qui est déjà présente, qui est déjà avec nous, qui produit déjà des victimes, et que dans la négociation, il y aura aussi forcément des gagnants et des perdants. Et donc, paradoxalement, je pense qu'il faut aussi réaliser et re-réaliser quelque part la violence de cette négociation et la violence des intérêts en contradiction. Et je pense qu'il faut s'affranchir de cette logique consensuelle qui finalement ne produit qu'un niveau d'ambition assez faible. Et donc, quelque part, je souhaite qu'il y ait des affrontements qui soient plus marqués, que les lignes de fracture soient plus évidentes, de manière à ce que les choix politiques soient plus clairs et que l'on puisse faire un choix politique décisif plutôt que d'aller vers un consensus mou qui reportera la décision finalement à la conférence suivante. Les pays du Sud sont déjà de facto pénalisés parce qu'ils sont les premières victimes des impacts du changement climatique. Et donc malheureusement, quoi qu'il arrive dans la négociation, quelles que soient les formes de compensation qu'on pourra trouver, ils seront perdants. Parce que c'est l'injustice fondamentale du changement climatique qui veut que les pays les plus touchés soient aussi les pays qui soient les moins responsables de la situation. Et à l'inverse, les pays les plus responsables seront aussi proportionnellement moins touchés. Il y a donc une très forte injustice à la base même de la négociation, puisqu'il faut agir avant tout pour les pays du Sud, pour les pays en développement, mais que ces pays en développement n'ont pas grand-chose à offrir dans la négociation. Leurs émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus limitées, et donc ils sont demandeurs dans la négociation. De surcroît, ils sont défavorisés par le format même de la négociation. Un point positif, c'est qu'on est dans une négociation de format ONU, où à chaque pays correspond une voix, où le Bangladesh a en pratique le même poids dans la négociation que les États-Unis. Mais de facto, on sait bien qu'il y a une inéquité très grande dans la négociation, que certaines délégations arrivent avec quelques diplomates simplement peu spécialisés, d'autres délégations arrivent avec 60, 100, 200 experts, de manière que vous puissiez avoir un expert qui réponde à toutes les questions, qui envisage tous les scénarios, et que donc dans la capacité de négociation, il y a une très grande inégalité. Je dirais que la manière d'éviter qu'il n'y ait une trop grande pénalisation des pays du Sud dans la négociation serait si l'on parvient véritablement à s'engager sur la voie d'un financement réel de l'adaptation. C'est aujourd'hui la principale demande émise par les pays du Sud, et les pays industrialisés renâclent bien sûr à payer, renâclent à financer l'adaptation, et renâclent aussi à admettre une responsabilité directe dans les impacts du changement climatique, renâclent à admettre ce lien qui est pourtant évident entre leurs émissions et les impacts du changement climatique au Sud. Je pense d'abord qu'il faut bien se rendre compte que la crise climatique trouve son origine dans les inégalités. C'est ce qu'on va appeler en sciences politiques un problème distributionnel, c'est-à-dire un problème de répartition. Un problème de répartition inégale des rapports de force, de répartition inégale des modes de développement, de répartition inégale des émissions de gaz à effet de serre, de répartition inégale de la population sur la planète, de répartition inégale
des impacts, et que donc le changement climatique, ce n'est pas un problème d'environnement. C'est avant tout un problème d'égalité, un problème d'équité, un problème de justice. Et je pense qu'on ne pourra pas trouver de solution au changement climatique si l'on ne reconnaît pas que le changement climatique dépasse largement la sphère d'un problème d'environnement. Et je dirais que si l'on continue à traiter le changement climatique comme un simple problème d'environnement, on ne pourra pas lui trouver de solution. Il faut reconnaître qu'il mobilise des questions de justice, des questions d'équité, mais aussi des questions de santé publique, de rapport de force, d'équilibre nord-sud, et que quelque part, trouver la solution au changement climatique, c'est aussi l'opportunité de traiter ces inégalités. C'est ça qui rend la solution au problème si complexe et si difficile à trouver, mais c'est ça aussi qui rend la question si stimulante par rapport au monde que nous pourrions dessiner. Si on veut avoir une vision pessimiste des choses, je dirais qu'on va rester dans le même modèle et qu'on va prendre de grands engagements, de belles promesses qui seront dont les détails seront à discuter à la COP22, puis à la COP23. À la COP24, on va décider que finalement on n'est pas prêt, qu'on va se donner 5 années supplémentaires. Et finalement, on va arriver à la COP37 qui aura lieu à Sydney en Australie et on dira c'est le moment crucial, c'est maintenant ou jamais, 16 ans après l'échec de Paris. Je dirais que ça, c'est le scénario négatif et pessimiste. Si on continue à considérer, et c'est un peu ce qui se passe, que le sujet des négociations sur le climat, ce n'est pas le climat, mais c'est la négociation elle-même. Et si on considère que chaque round de négociation sert à préparer le prochain round de négociation, ce qui est une manière de retarder la décision, alors qu'on sait qu'on a une fenêtre de temps très très limitée pour agir. Le scénario optimiste, qui est évidemment celui que j'espère et celui qui, je crois, est nécessaire, c'est si l'on parvient à faire de la lutte contre le changement climatique un véritable choix politique et un véritable projet politique. Et c'est là où nous avons bien sûr tous une responsabilité. Bien sûr, les chercheurs, mais également les institutions culturelles, les journalistes, les médias, les artistes, je pense, et les politiques bien entendu, et je pense que c'est ensemble qu'il faut parvenir à ce que nous construisions ce projet politique de la lutte contre le changement climatique, ce projet politique du monde auquel nous aspirons. Dans quel monde est-ce que nous voulons vivre dans 50 ans? Quels sont les obstacles à éviter et quels sont les chemins pour y parvenir? Et là, je pense qu'il faut un véritable projet politique, presque idéologique, pour construire ce monde ensemble. Et j'espère que la conférence de Paris pourra permettre de poser les jalons de la lutte contre le changement climatique comme un véritable projet politique. Et s'il n'y a pas ce projet politique, je pense qu'on verra toujours la lutte contre le changement climatique comme une contrainte à laquelle on essaiera d'échapper. Je veux prendre un parallèle très simple avec la construction de l'Europe. On se rend compte qu'il y a plein de détails techniques, de réglementations parfois assez fastidieuses en matière européenne, de règlements, de directives, etc. Et c'est vrai que l'Europe apparaît parfois comme une machine pesante et très technique et très technocratique. Mais si on a fait l'Europe, et si on a eu cette énergie de construire l'Europe dans les années 50 et 60, c'est parce qu'il y avait derrière un projet politique, la vision d'un continent de prospérité et de paix, la vision d'un continent unifié entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est. Si l'on a fait l'élargissement européen, avec toutes les difficultés que ça a provoqué, les difficultés économiques notamment, c'est parce qu'il y avait cette vision politique d'un continent unifié. On n'a pas construit l'Europe à coup d'harmonisation fiscale et de majorité qualifiée. Il y avait derrière cette idée, ce projet. Je pense que tant qu'on n'aura pas un tel projet politique qui nous emmène dans la lutte contre le changement climatique, ça apparaîtra toujours comme une contrainte technique à le solutionner avec des marchés d'échange du carbone, avec des réglementations, comme des contraintes auxquelles nous essayons d'échapper. Je pense que notre véritable défi, si l'on veut durablement solutionner le problème du changement climatique, c'est d'en faire un projet politique, et c'est ce que j'espère pour la conférence de Paris.